Les mots que tu répètes en silence façonnent ce qui se passe autour de toi. Ce n'est pas de la magie, c'est une direction. L'esprit va toujours là où la voix intérieure le guide. Et c'est pour ça que, parfois, même en faisant tout ce qu'il faut, tu te sens bloqué, fatigué, coincé dans une boucle qui recommence sans fin. Ce n'est pas un manque de force, c'est un manque de sincérité avec toi-même. Réfléchis un peu. Combien de fois, après une erreur, t'es-tu traité d'idiot? Combien de fois, en arrivant en retard, as-tu murmuré que tu ne sers à rien? Ces phrases paraissent insignifiantes, mais ce sont des ordres. L'esprit obéit. Et plus tu les répètes, plus il croit que c'est vrai. Les stoïciens le savaient déjà depuis longtemps. Marc Aurèle disait « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font ». Mais ce qu'il voulait vraiment dire, c'est que la vie commence avant la pensée. Elle commence dans la façon dont tu te parles. Il y a une voix en toi que personne n'entend. C'est la première à parler quand quelque chose tourne mal. Elle juge ton reflet, ton corps, tes erreurs, ton passé, ton avenir. Et le plus étrange, c'est que tu la crois sans hésiter. Mais si cette voix n'était pas la vérité, et si ce n'était qu'un écho de ce que d'autres t'ont dit, critique, rejet, comparaison, l'esprit humain est fait pour se protéger, pas pour encourager. Il essaie d'éviter la douleur, la honte, l'échec. Alors, il crée des phrases qui paraissent vraies, mais qui sont des pièges. Ça ne sert à rien d'essayer. Tu rates toujours. Pourquoi insister? Le pire, c'est que ces phrases ne semblent pas violentes. Elles paraissent logiques, mais c'est cette logique qui te garde au même endroit. Le stoïcisme enseigne qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on pense. Il faut observer, former son esprit comme un gardien qui choisit ce qu'il laisse entrer. Et tout commence à changer quand tu comprends que tu peux te parler autrement. Pas pour te mentir, mais pour te libérer de ton propre langage limitant. Imagine que pendant 3 jours, tu refuses toute phrase qui te détruit. Aucune critique automatique, aucune comparaison. Imagine qu'au lieu de dire « je n'y arrive pas », tu dises « je suis encore en train d'apprendre ». Au lieu de « je suis nul », tu dises « je progresse ». Les mots ne changent pas le monde extérieur, mais ils transforment ton monde intérieur. Et c'est là que tout commence. Dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi la manière dont tu te parles détermine ton destin. Et tu vas apprendre à changer cela en seulement 3 jours. 3 jours d'une pratique stoïcienne capable de transformer ton énergie, ton attention et même ton regard sur toi-même. Sénèque disait que le plus grand pouvoir de l'être humain est de diriger son propre esprit. Mais avant de le diriger, il faut l'écouter. Et qu'est-ce qu'il te dit, ton esprit, ces derniers jours? Peut-être que ce n'est pas le monde qui t'épuise. Peut-être que c'est la façon dont tu te parles chaque jour sans t'en rendre compte. Voici le point de départ. 3 jours, 3 phrases, un changement et un silence qui va commencer à travailler pour toi. U1, le pouvoir du dialogue intérieur. Tout ce que tu te dis devient une sorte d'ordre invisible. Le corps le ressent, le cerveau l'enregistre, et la vie suit ce scénario muet que tu répètes sans le savoir. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous blesse, mais ce que nous en pensons ». C'est là le cœur du stoïcisme appliqué à notre époque. Le problème n'a jamais été la vie, mais la conversation intérieure qu'elle réveille. Chaque pensée vient avec une voix, parfois douce, parfois dure, et elle ne se tait même pas quand tu veux te reposer. C'est la voix qui te juge quand tu dors, te compare quand tu travailles, te freine quand tu t'améliores. Elle te fait croire qu'elle est réaliste, alors qu'elle ne fait que répéter la peur. La science moderne a confirmé ce que les anciens savaient déjà. Des chercheurs ont découvert que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu imagines et ce que tu vis vraiment. Alors, quand tu te dis « je ne suis pas capable », ton cerveau réagit comme si c'était vrai. Il baisse ton énergie, réduit ta confiance et enclenche des mécanismes de défense. Mais si tu changes la phrase en « je vais réessayer », ton cerveau change aussi. Il libère de la dopamine, réoriente ton attention et se prépare à agir. La façon dont tu te parles est l'architecture de ton esprit. Et cette architecture peut bâtir une forteresse ou une prison. Ce que tu dis devient une habitude mentale. Et cette habitude finit par dessiner ton destin.
Les stoïciens savaient que le chaos extérieur est inévitable. Mais le chaos intérieur, lui, est un choix. Ils entraînaient leur esprit non pas pour être positif, mais pour être stable. Sénèque ne disait pas « pense à des choses agréables », il disait « pense clairement ». Et la clarté est l'opposé de l'autocritique. C'est le pouvoir de se voir sans amplifier ses défauts, ni nier ses progrès. As-tu remarqué que les personnes les plus calmes ne crient pas? Elles pensent posément, elles dominent leur dialogue intérieur, pas parce que leur vie est facile, mais parce qu'elles ont appris à utiliser les mots comme des outils d'ordre. Tandis que la plupart réagissent avec colère ou doute, elles réagissent avec direction. Et c'est l'une des plus grandes disciplines, maîtriser ce que tu te dis avant de répondre au monde. C'est un combat silencieux, quotidien, que presque personne ne remarque, mais c'est lui qui détermine qui gagne vraiment. Le dialogue intérieur façonne ton identité. Quand tu dis « je suis anxieux », tu ne décris pas une émotion, tu crées une identité. Et ton esprit finit par agir comme si c'était vrai. Mais quand tu dis « je ressens de l'anxiété maintenant », quelque chose change. Tu retires le poids du être et tu ramènes le pouvoir du ressentir. Le premier est une prison. Le second, une prise de conscience. Et la conscience est le premier pas vers la liberté. Épictète apprenait à ses élèves à questionner leurs propres pensées. Il disait « Quand quelque chose te dérange, demande-toi, qu'est-ce qui dépend de moi ici ?» Cette question est le début du contrôle. Elle fait taire la voix qui accuse et réveille celle qui guide. Parce qu'en toi, il n'y a pas qu'un narrateur, il y en a plusieurs. Et tu dois choisir lequel racontera ton histoire. Pendant 3 jours, tu vas observer la façon dont tu te parles. Tu vas remarquer que presque tout ce que tu dis est automatique. Tu vas découvrir des expressions héritées d'autres personnes, de tes parents, professeurs, anciennes relations, des phrases répétées depuis des années, comme un disque rayé. Et en remarquant cela, tu vas pouvoir reprogrammer ton langage. Pas pour te mentir, mais pour te guérir. Car l'esprit croit tout ce que tu répètes. Et ce que tu répètes devient ce que tu es. C'est pour cela que le premier pas du changement n'est pas l'action, c'est la parole. C'est ce que tu décides de te dire quand personne n'écoute. C'est la phrase avant le geste, la pensée avant l'habitude, le ton avant le courage. Ce que les stoïciens ont découvert il y a 2000 ans, la neuroscience l'explique aujourd'hui. Les mots tracent des chemins dans le cerveau. Les répéter, c'est marcher sur le même sentier chaque jour. Avec le temps, ce sentier devient une route. Et c'est pour ça qu'il est si difficile de changer sa manière de penser. Tu marches depuis des années dans la même direction. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de commencer à emprunter un autre chemin. Au début, c'est inconfortable. Mais après 3 jours de pratique consciente, le cerveau commence à comprendre le nouvel ordre. Et alors, tout ce qui était automatique devient un choix, et ce qui était une prison devient liberté. 2. Les 3 voix intérieures. Dans ton esprit, il existe 3 voix qui se battent chaque jour pour le contrôle. Elles ne parlent pas en même temps, mais se relaient, et celle qui gagne détermine la direction de ta vie. Les anciens stoïciens connaissaient bien ces voix. Ils les appelaient forces intérieures, celles de la peur, de la mémoire et de la raison. Aujourd'hui, on les appelle autocritique, passé et conscience. Mais, au fond, c'est la même chose. La première voix est celle de la peur. Elle habite ton corps. Elle est rapide, impulsive, bruyante. Elle te protège, mais elle te bloque aussi. C'est cette voix qui dit « ça va mal finir, ils vont se moquer de toi. Mieux vaut ne pas tenter ». Elle semble prudente, mais la peur ne veut pas te protéger. Elle veut te garder pareil. Et tout ce qui te garde pareil t'empêche d'évoluer. La peur est l'écho d'un ancien danger. Elle servait quand il fallait fuir les prédateurs. Mais aujourd'hui, elle te fait fuir les occasions. Elle imite le ton de la raison, mais ce n'est qu'un déguisement. La peur aime se faire passer pour sage, mais la sagesse construit, alors que la peur paralyse. Les stoïciens affrontaient la peur avec une méthode simple. Ils imaginaient le pire scénario, l'acceptaient dans leur tête et avançaient. Car quand tu regardes la peur droit dans les yeux, elle rétrécit. Mais quand tu fais semblant qu'elle n'existe pas, elle grandit dans l'ombre.
La deuxième voix est celle du passé. Elle est plus discrète. Elle parle avec nostalgie, avec culpabilité, avec regret. C'est la voix qui dit « Tu as déjà échoué. Tu n'es plus le même. Il est trop tard. » Cette voix vit de souvenirs et chaque souvenir est une encre. Elle veut te faire croire que le passé est une punition, alors que ce n'est qu'une archive. Rien de ce qui est archivé n'a besoin de diriger ton présent. Marc Aurèle écrivait dans son journal « Ce qui est passé n'est plus en ton pouvoir. Ce qui vient n'existe pas encore. Il te reste le présent. » Il savait que la voix du passé se nourrit du temps perdu. Et quand tu vis tourner vers hier, le présent devient invisible. Tu commences à réagir comme si tu étais encore coincé dans ton ancienne version, sans voir que tu as déjà changé. L'esprit est rusé. Il garde l'erreur et efface le progrès. C'est pourquoi le dialogue intérieur doit être discipliné. Chaque fois que la voix du passé parle, réponds avec le présent. Pas « j'étais », mais « je suis ». Pas « j'ai perdu », mais « j'ai appris ». C'est simple, mais ça change tout. La troisième voix est celle de la raison, la seule qui ne crie pas. Elle parle doucement, calmement. Elle ne réagit pas, elle observe. C'est la voix que tu entends rarement, car elle est étouffée par le vacarme des deux autres. Mais quand tu fais taire la peur et le passé, elle revient. Et quand elle revient, tout devient clair. La voix de la raison, c'est la conscience stoïcienne. C'est elle qui demande « Est-ce que cela dépend de moi ?» C'est elle qui sépare le contrôle de l'illusion. Elle ne promet pas le confort, elle promet la clarté. Et la clarté, c'est ce qui soigne un esprit confus. Elle t'apprend à affronter la douleur sans te briser, à reconnaître l'erreur sans te haïr, à sentir la peur sans fuir. Le problème, c'est que la voix de la raison est timide au début. Elle ne se bat pas, elle attend. C'est pourquoi elle doit être cultivée. Sénèque disait « L'esprit calme voit plus loin ». Mais le calme est un entraînement, pas un hasard. Tu dois créer des moments de silence pour t'écouter vraiment. Tu dois remarquer quand la peur parle au nom de la prudence, quand le passé se cache derrière un souvenir, et quand la raison essaie de t'indiquer un chemin plus simple. Ces trois voies coexistent, mais c'est toi qui choisis laquelle nourrir. Et leur nourriture, c'est ton attention. Tout ce que tu observes grandit, tout ce que tu répètes se renforce. Si tu passes tes journées à répéter tes erreurs, la voix du passé prendra le dessus. Si tu passes la journée à t'inquiéter de ce qui peut mal tourner, la peur prendra le contrôle. Mais si tu passes la journée à te rappeler que tout est passager, la raison l'emporte. Parce que la raison est patiente. Elle n'a rien à prouver. Elle attend simplement que tu comprennes. Dans les jours à venir, tu vas apprendre à reconnaître quelle voie te dirige. Tu vas sentir la différence entre un esprit qui te pousse vers la peur et un esprit qui te guide vers l'avant. Et quand tu commenceras à laisser plus de place à la voix de la raison, tu remarqueras un changement étrange. Les problèmes restent les mêmes, mais leur poids disparaît. Parce que ce n'est pas la vie qui devient plus légère, c'est toi qui deviens plus fort. Épictète disait « Aucun homme n'est libre tant qu'il n'a pas appris à gouverner sa langue et son esprit ». Et c'est ça, le cœur du défi que tu vas entreprendre maintenant. Ce n'est pas faire taire le monde, c'est apprendre à te parler comme un guide, pas comme un ennemi. 3. Pourquoi 3 jours change tout? 3 jours, ça paraît court, mais le temps n'a pas besoin d'être long pour transformer. Il doit être vécu avec intensité. 3 jours suffisent pour casser le cycle de la répétition automatique. 3 jours suffisent pour réveiller ton esprit et lui faire remarquer ce que tu dis sans réfléchir. La plupart de tes pensées sont des répétitions, des phrases que tu n'as même pas choisies, mais que tu portes depuis des années. Je suis distrait, je suis anxieux, je n'y arrive pas. Ces phrases ne sont pas des opinions, ce sont des programmations. Et le cerveau fonctionne comme une machine qui croit ce qu'elle entend le plus. Si tu répètes quelque chose assez longtemps, ton esprit crée des raccourcis. Et ces raccourcis deviennent ton comportement. C'est pour cela que 3 jours font une différence. Ils coupent le pilote automatique. Ils installent une pause entre la pensée et la réaction. Et cette pause, c'est l'espace où naît la liberté. Les stoïciens appelaient cet intervalle la prosoche, l'attention consciente. C'est le moment où tu t'observes comme si tu étais un autre, calmement, sans te juger.
Pendant 3 jours, tu vas entraîner cette attention. Tu vas remarquer chaque fois que tu dis quelque chose qui te détruit. Et, en le remarquant, tu vas changer la phrase. Mais pourquoi exactement 3 jours? Parce que c'est le temps qu'il faut au cerveau pour enregistrer un nouveau schéma d'attention. Les 2 premiers jours, l'esprit résiste. Il essaie de revenir sur l'ancien chemin, les vieilles paroles. Mais au 3e jour, il commence à comprendre qu'il y a eu un changement. Le nouveau langage devient familier. Et tout ce qui est familier, le cerveau finit par l'accepter. Épictète comparait souvent l'esprit à un muscle. Il disait que les pensées sont comme des poids. Plus tu les soulèves, plus tu deviens fort. Alors, quand tu répètes des mots qui te renforcent, tu entraînes littéralement ton cerveau à réagir autrement. Le défi des 3 jours, c'est exactement ça. Un entraînement mental de discipline et de lucidité. Le 1er jour, tu vas remarquer le chaos. Tu seras surpris par le nombre de phrases négatives qui surgissent sans effort. Et c'est une bonne chose. Cela veut dire que tu observes. Le 2e jour, tu commenceras à changer tes réponses. Tu remplaceras « je ne peux pas » par « je ne peux pas encore ». Tu remplaceras « je suis nul à ça » par « je suis en train d'apprendre ». Et le 3e jour, tu ressentiras un silence différent, celui de quelqu'un qui ne se blesse plus de l'intérieur. Sénèque disait « Celui qui se maîtrise est plus puissant que celui qui conquiert des villes ». Ces 3 jours sont le début de cette maîtrise. Non pas parce que la vie changera complètement, mais parce que ta voix intérieure changera ta manière de voir la vie. Et quand la vision change, le chemin change aussi. Ce qui va se passer pendant ces 3 jours est simple. Tu vas commencer à choisir tes mots avec plus de conscience. Tu comprendras qu'il n'est pas nécessaire de te crier dessus pour te corriger. Tu verras que la fermeté et la cruauté ne sont pas la même chose, et que la vraie discipline ne naît pas de la peur, elle vient du respect. À la fin de ces 3 jours, tu ne deviendras pas une autre personne. Tu vas simplement retrouver celle que tu étais avant que les voix de la peur et du passé ne prennent trop de place. Tu réaliseras que ton esprit n'est pas ton ennemi, il était juste mal entraîné. Et que tu as le pouvoir de lui parler comme un sage parle à son élève, avec clarté, patience et but. 3 jours, 3 matins pour observer, 3 nuits pour te taire. Et après ça, le monde reste le même. Mais ton regard, lui, change. Et c'est ça qui change tout. Premier changement, le dialogue intérieur. Le premier champ de bataille se trouve dans ton esprit, dans les mots que tu choisis pour te décrire. Le dialogue intérieur est le miroir de ta conscience. C'est là que tu t'expliques, que tu t'accuses, que tu te pardonnes ou que tu te détruis. Et le plus étonnant, c'est que la plupart du temps, cela se passe sans que tu t'en rendes compte. L'esprit parle sans arrêt. Tu aurais pu faire mieux. Tu es un désastre. Tu ne fais jamais rien de bien. Ces phrases ont l'air anodines, mais elles construisent des murs. Chaque mot négatif est une brique dans la prison mentale que tu construis toi-même. Et plus tu les répètes, plus il devient difficile d'en sortir. Les stoïciens voyaient le dialogue intérieur comme le lieu où naît la vertu. Épictète disait que l'âme devient ce avec quoi elle parle. C'est pourquoi la première étape du changement est simple mais puissante. Écoute ce que tu te dis. Ne cherche pas encore à corriger. Écoute seulement. Le simple fait d'observer change déjà le courant. Parce que ce qui est observé ne domine plus, c'est compris. Tu remarqueras quelque chose d'étrange. Ton esprit répète des phrases qui ne t'appartiennent pas. Ce sont de vieux échos, de professeurs, de parents, de supérieurs, de personnes qui ont projeté leur propre peur sur toi. Et sans t'en rendre compte, tu as hérité de leur vocabulaire. Mais le stoïcisme enseigne que rien d'extérieur n'a le pouvoir de définir ton âme. Toi seul peux décider quelle parole mérite de rester. Alors, la première transformation consiste à changer le ton de la conversation. Remplacer le « pourquoi je suis comme ça » par « qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» Remplacer le « je suis un échec » par « c'était une erreur et j'en ai tiré une leçon ». Remplacer le « je n'en peux plus » par « je suis fatigué » et ça aussi passera. Ces petits changements sont le début de la transformation. Ce ne sont pas des phrases positives forcées, ce sont des phrases conscientes. Elles ne cherchent pas à nier la douleur, mais à changer la manière d'y répondre. Sénèque disait que
Le langage façonne la pensée, et la pensée façonne l'action. C'est pourquoi tout progrès commence par une meilleure conversation. Si ton esprit parle sur un ton de guerre, ta vie devient une bataille. Mais s'il parle avec discipline, tout devient apprentissage. La différence entre souffrir et grandir, c'est la manière dont tu racontes ce qui t'arrive. Imagine deux personnes vivant la même situation. L'une pense « rien ne marche pour moi ». L'autre pense « c'est une épreuve pour me renforcer ». La situation est la même, mais le résultat intérieur est opposé. La première s'effondre, la seconde mûrit. Parce que ce n'est pas l'événement qui définit le destin, c'est le dialogue qui l'accompagne. Pendant ce processus, tu vas découvrir que ton esprit essaie souvent de te piéger en se faisant passer pour réaliste. Il dit qu'il est simplement honnête, mais en réalité, il est cruel. Le vrai réalisme reconnaît l'erreur et cherche une solution. La cruauté, elle, répète l'erreur comme si c'était ton identité. Et c'est cette frontière qui sépare la connaissance de soi de l'auto-sabotage. Apprends à te parler comme un mentor parlerait à son élève, avec fermeté, mais aussi avec respect. Ne dis pas « tu es faible », dis « tu ne maîtrises pas encore ça ». Ne dis pas « tu as tout gâché », dis « tu peux réparer ce qui est encore entre tes mains ». C'est ça le ton stoïcien, calme, lucide et constructif. L'esprit discipliné ne nie pas la faute. Il la transforme en entraînement. Épictète avertissait ses élèves, ne te traite pas d'idiot ou tu le deviendras. Et aujourd'hui, la science confirme qu'il avait raison. Le cerveau associe les mots à l'identité. Chaque fois que tu te définis d'une certaine façon, il renforce cette image. Mais si tu changes de vocabulaire, ta perception change aussi. C'est comme modifier le logiciel sans changer la machine. Les premiers jours, tu seras surpris par le nombre de phrases destructrices qui surgissent sans effort. Mais c'est là que réside la victoire. Car le simple fait de remarquer, c'est déjà planter la graine du changement. Quand tu dis « Tiens, je viens de me critiquer », le cycle se brise. Tu n'es plus victime de ton esprit, tu en deviens l'observateur. Et quand l'observateur s'éveille, le chaos commence à se mettre en ordre. Le dialogue intérieur devient plus clair, plus doux, plus juste. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. La force de celui qui a compris que l'autocritique sans but n'est qu'une autodestruction déguisée en discipline. Peu à peu, tu remarqueras que même ta posture change. Le corps répond à l'esprit, la voix s'apaise, les épaules se détendent, la respiration ralentit et la vie, qui semblait une course, commence à suivre le rythme de la raison. Parce que quand l'esprit se traite avec respect, le corps suit. C'est la première révolution. Te parler comme un ami sage, pas comme un ennemi sévère. Tu n'as pas besoin de te persuader que tout va bien. Tu dois seulement te rappeler que tu apprends à aller mieux. Et sur le chemin stoïcien, c'est déjà une victoire. Deuxième changement, le ton avec lequel tu te traites. As-tu remarqué que ce n'est pas seulement ce que tu dis à toi-même qui compte, mais la façon dont tu le dis? Le ton avec lequel tu te parles peut soigner ou blesser. Et c'est ce ton, plus encore que les mots, qui façonne ton état d'esprit chaque jour. Sénèque disait que l'âme réagit à la manière dont on la traite. Quand tu lui parles avec dureté, elle se referme. Quand tu lui parles avec patience, elle s'ouvre. Le ton, c'est l'émotion derrière les mots, et il porte plus de poids que le contenu lui-même. Tu peux dire « ça va aller » avec espoir ou avec ironie. Et la différence change tout, parce que l'esprit ne croit pas aux mots. Il croit à l'énergie qui les accompagne. Le ton avec lequel tu te parles définit la relation que tu entretiens avec toi-même. Et le stoïcisme nous rappelle, si tu n'es pas ton propre allié, le monde entier devient plus dur. On ne peut pas gagner une bataille intérieure en étant son propre ennemi. La discipline sans compassion devient punition. Et l'autocritique sans douceur devient poison. Le ton intérieur est le premier signe de respect de soi. C'est la manière dont tu t'écoutes quand tu te trompes, quand tu échoues, quand tu déçois quelqu'un. C'est là que se révèle si tu as appris à être ton propre guide ou ton propre juge. Beaucoup pensent qu'il faut être dur avec soi pour progresser. Mais la vérité, c'est que rien ne pousse sur un sol d'hostilité. Tu grandis seulement quand tu te sens en sécurité.
même dans ta propre tête. Imagine la différence entre un coach qui crie « tu es nul » et un autre qui dit « on va réessayer ». Les deux exigent, mais un seul motive. L'esprit humain réagit de la même manière. Il n'apprend pas sous les cris, il apprend sous la direction. Et quand le ton intérieur est calme, la pensée devient plus claire. Tu agis avec plus de précision, moins de culpabilité et plus de conscience. Les stoïciens appelaient cela ataraxie, la paix de l'âme. Un état où rien d'extérieur ne t'ébranle parce que ton intérieur n'est plus en guerre. Et cette sérénité commence dans la manière dont tu te traites. Quand ton dialogue intérieur est agressif, tu vis en état d'alerte. Ton corps libère de l'adrénaline, de la tension, de l'anxiété. Mais quand le ton est stable, le corps comprend « nous sommes en sécurité ». Et dans cet état, l'esprit fonctionne mieux. Tu penses plus clairement, tu dors plus facilement et tu réagis avec plus de sagesse. L'autodialogue a le pouvoir d'activer les mêmes mécanismes que la peur ou le courage. C'est pourquoi changer le ton n'est pas seulement psychologique, c'est aussi physiologique. Chaque mot prononcé avec calme ralentit ton système nerveux. Chaque phrase dite avec colère l'accélère. Tu éduques littéralement ton corps à travers le ton de ta voix intérieure. Marc Aurèle a écrit dans ses Pensées pour moi-même « Parle-toi comme tu parlerais à un frère ». Voilà l'essence du ton stoïcien, la fermeté avec douceur. C'est l'équilibre entre l'autorité et la bienveillance. Et c'est cet équilibre qui transforme le chaos en ordre. Pendant les 3 jours de pratique, observe non seulement le contenu de tes phrases, mais aussi leur intonation mentale. Si tu sens de la dureté, adoucis. Si tu sens du désespoir, respire. Il ne s'agit pas de se mentir, il s'agit de se recentrer. Le ton neutre est le plus sage, car il permet de voir la réalité sans le filtre d'une émotion excessive. Tu vas remarquer quelque chose de puissant. Quand tu changes le ton, tout le dialogue change. Une phrase comme « je dois changer » peut sonner comme une pression ou comme une invitation. La différence se trouve dans le rythme intérieur, dans l'énergie qui accompagne les mots. Et c'est ça qui détermine si tu agiras par culpabilité ou par intention. Le corps le ressent. La respiration se modifie, les épaules se relâchent, la tension dans la mâchoire diminue, l'esprit comprend qu'il n'est pas attaqué, il est guidé, et quand il ressent cela, il obéit avec légèreté. La force des stoïciens ne venait pas de la répression émotionnelle, mais de la maîtrise du ton. Ils avaient appris à répondre à la douleur sans la dramatiser, à corriger leurs fautes sans se rabaisser, à chercher la grandeur sans se perdre dans la précipitation. Leur ton était calme, non pas parce qu'ils ne ressentaient rien, mais parce qu'ils savaient que la panique ne résout rien. Épictète disait « Si tu veux progresser, sois prêt à passer pour un idiot ». Mais il enseignait aussi à se traiter avec dignité, même quand le monde ne le fait pas. Parce que si le monde te méprise et que toi aussi, il ne reste plus personne pour te relever. C'est pourquoi le ton intérieur est sacré. C'est la façon dont tu choisis d'avancer, même quand tout te pousse à abandonner. Alors, dans les jours à venir, souviens-toi, tu n'as pas besoin de crier pour t'entendre. Tu n'as pas besoin de te punir pour apprendre. Tu as juste besoin d'ajuster le ton. Et quand le ton change, le monde répond. Car celui qui parle avec calme en lui-même marche avec assurance à l'extérieur. Et c'est ça, le véritable pouvoir du self-control. Le pouvoir de se traiter comme quelqu'un digne de respect. 3e changement, le langage de l'action. Une fois que tu as changé ce que tu dis et le ton avec lequel tu le dis, vient l'étape la plus transformatrice. Changer ce que tu fais à partir de ce que tu dis. Parce que le langage n'est pas qu'expression, c'est direction. Les mots que tu utilises créent du mouvement, même sans t'en rendre compte. Et la façon dont tu te parles chaque jour est la carte invisible de tes actions. Marc Aurèle écrivait chaque matin « Aujourd'hui, je rencontrerai des gens ingrats, arrogants et menteurs. » Ce n'était pas du pessimisme, c'était de la préparation. Il ne disait pas cela pour se protéger du monde, mais pour se rappeler comment réagir. Le langage de l'action, c'est ça, le dialogue intérieur qui définit ton comportement avant que le monde ne te provoque. Chaque phrase que tu répètes est une programmation de réaction. Quand tu dis « je suis désorganisé », ton cerveau comprend.
inutile d'essayer. Quand tu dis « je suis paresseux », ton corps répond par l'inertie. Mais quand tu changes pour « j'apprends à être plus constant », ton cerveau s'adapte et cherche la cohérence avec cette nouvelle phrase. Parce que l'esprit déteste la contradiction. Quand tu dis quelque chose avec conviction, il fera tout pour agir en accord avec tes mots. C'est pour cette raison que les stoïciens donnaient autant d'importance à la pratique quotidienne d'affirmation consciente. Ils savaient que la pensée devient comportement et que le comportement répété devient destin. Mais pour que cela fonctionne, il faut quitter la théorie et passer à la pratique, transformer les mots en gestes. Épictète disait qu'un vrai philosophe ne parle pas de sagesse, il la vit. Ainsi, la troisième transformation commence quand le dialogue intérieur devient verbe, quand il cesse d'être idée et devient action concrète. Et cela commence par de petites choses, se lever sans se plaindre, répondre sans colère, tenir une promesse faite à soi-même. Chaque geste cohérent renforce la nouvelle identité que tu construis. Le langage de l'action est silencieux, mais puissant. Il s'exprime quand tu fais ce que ton esprit t'a promis. Quand tu dis « aujourd'hui sera différent » et que tu agis différemment, le cerveau enregistre cela comme la preuve que la nouvelle voix intérieure est digne de confiance. Et petit à petit, tu cesses de douter de toi. Car la confiance ne vient pas de la motivation, elle vient de la constance. Le problème, c'est que pendant des années, beaucoup d'entre nous ont fait des promesses qu'ils n'ont pas tenues. Et cela a affaibli le respect de notre propre parole. Chaque « je commencerai lundi » oublié, chaque « cette fois c'est la bonne » abandonnée, apprend à l'esprit à ne plus croire en nous. Mais la voie stoïcienne rend cette confiance une décision à la fois. Tu reconstruis la valeur de ta parole par de petites victoires quotidiennes. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu dois simplement être fidèle à toi-même. Le langage de l'action est aussi le remède au doute. Sénèque disait « Rien n'épuise plus que l'indécision ». Et il avait raison. L'esprit hésitant parle beaucoup, mais agit peu. Elle analyse tellement qu'elle se fige. Mais l'action, même minime, fait taire la peur. Parce que la peur se nourrit du vide. Et l'action remplit ce vide par le mouvement. Pendant les 3 jours du défi, tu vas remarquer que les bons mots te poussent à agir sans effort. Quand tu commences la journée en disant « Je vais essayer de rester calme », ton esprit cherche la cohérence et te le rappelle dès qu'on te provoque. Quand tu dis « Aujourd'hui, je ne vais pas me plaindre », ton cerveau observe tes réactions et t'avertit quand tu t'apprêtes à retomber dans l'ancien schéma. C'est la neuroplasticité en action. Le cerveau qui s'adapte au nouveau langage. Les stoïciens appelaient cela hégémonikon, le principe directeur de l'esprit. Ils croyaient que si tu contrôles tes pensées, tu contrôles tes impulsions. Et si tu contrôles tes impulsions, tu te maîtrises toi-même. Mais se maîtriser ne veut pas dire se réprimer. Cela veut dire choisir d'agir avec intention plutôt qu'avec émotion. Le langage de l'action transforme l'énergie de la pensée en mouvement concret. Et plus il y a de cohérence entre ce que tu penses, dis et fais, plus ta vie devient stable. Non pas parce que le monde change, mais parce que ton esprit cesse de se battre contre lui-même. Il trouve une direction, et la direction apporte la paix. Pense à ton comportement après une conversation destructrice avec toi-même. Souvent vient la procrastination, la fatigue, l'abandon. Mais après une conversation constructive, même les tâches les plus lourdes paraissent possibles. Ce n'est pas un hasard, c'est de l'alignement. L'énergie mentale se traduit en comportement physique. Le langage crée l'état, et l'état crée le résultat. C'est pour cela que les stoïciens ne gaspillaient pas leurs mots. Ils savaient que chaque pensée engendre un élan, et qu'un élan répété devient une habitude. Et l'habitude, elle, façonne le destin. Celui qui répète des gestes cohérents avec ce qu'il croit, même en silence, transforme déjà sa vie. Parce que le vrai changement ne commence pas quand le monde te voit différent, mais quand tu agis différemment, même sans témoin. Dans les prochains jours, observe comment tes actions répondent aux mots que tu choisis. Si elles te figent, change ton vocabulaire. Si elles te font avancer, répète-les. C'est ça, la discipline du sage. Ajuster le verbe jusqu'à ce qu'il devienne chemin. Et quand le langage de l'action devient naturel,
Tu n'as plus besoin de te convaincre, tu avances simplement, parce que le corps et l'esprit ont déjà compris la direction. Voilà la troisième transformation. Parler, ressentir et agir dans une même direction, sans bruit, sans précipitation, sans peur, juste avec conscience. Quatrième changement, des exemples concrets. Maintenant que tu as compris la puissance des mots, du ton et de l'action, il est temps de voir comment tout cela se manifeste dans la vie réelle. Parce que le stoïcisme n'est pas une belle théorie. C'est un entraînement quotidien testé dans les petites situations où personne ne regarde. Imagine une scène simple. Tu te réveilles en retard. La voix de la peur parle la première. Tu es irresponsable. Puis vient la voix du passé. Tu fais toujours ça. Mais la voix de la raison intervient. Tu t'es levé tard, mais tu peux encore sauver ta journée. C'est là que le stoïcien agit. Il ne nie pas l'erreur, ne dramatise pas le retard, ne se traite pas de tous les noms. Il fait simplement ce qu'il faut faire. Cette tranquillité change tout, car elle préserve ton énergie. Et celui qui garde son énergie choisit mieux. Autre exemple, quelqu'un te critique. Ton esprit immédiat veut répliquer, se défendre. Mais le stoïcien fait une pause et se demande « Est-ce que cela dépend de moi ?» Si la réponse est non, il lâche prise. Si c'est oui, il corrige ce qu'il peut, sans colère, sans précipitation. Parce qu'une critique ne te blesse que si elle touche une zone où toi-même tu doutes. Quand tu es en paix avec toi, le jugement des autres perd sa force. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec du vent. Plus on souffle, plus il s'éteint. Pense à un guerrier. Il n'entre pas sur le champ de bataille en criant. Il entre en silence, concentré, respirant profondément. Parce que le bruit distrait et la distraction affaiblit. Il en va de même pour l'esprit. Plus il y a de bruit intérieur, plus tu perds ta force. Mais quand le silence est cultivé, même la provocation devient un exercice. Le monde devient une salle d'entraînement et chaque obstacle une leçon de maîtrise de soi. Sénèque l'a vécu lui-même. Il a été accusé à tort, exilé, humilié. Mais au lieu de céder à la colère, il a utilisé ce temps pour écrire. Il a transformé la douleur en sagesse. Parce que le stoïcien ne demande pas « pourquoi moi ?», il demande « que puis-je faire de cela ?» Et cette question change le destin. Marc Aurèle aussi a affronté des trahisons, des maladies, des guerres. Mais ses pensées ne parlent ni de vengeance ni de tristesse. Elles parlent de clarté. Il écrivait pour lui-même en silence, pour se rappeler que le monde n'a pas à être juste, mais qu'il doit, lui, rester intègre. C'est ça, la pratique la plus profonde du dialogue intérieur. Utiliser les bons mots pour garder l'esprit aligné, même quand tout s'écroule. Imagine maintenant une situation d'aujourd'hui. Tu reçois un message qui t'irrite. L'instinct te pousse à répondre tout de suite. Mais tu te rappelles, le contrôle est dans la réponse, pas dans la réaction. Alors tu poses ton téléphone, tu respires et tu penses « Que ferait ma version la plus sage maintenant ?» Cette simple pause te place déjà au-dessus de 99% des gens, car le monde réagit, mais le sage choisit. Ou encore, tu es épuisé, à bout, et ton esprit répète « Je n'en peux plus ». Mais tu modifies le scénario. « Je suis fatigué, mais je peux faire ce qui est à ma portée maintenant. » Et soudain, le poids diminue. Parce que tu ne luttes plus contre la fatigue, tu avances avec elle. C'est ça, la force de l'équilibre. Épictète utilisait un exemple parlant. Il disait que l'esprit est comme un vase d'argile en train d'être modelé. Si tu frappes trop fort, elle se brise. Si tu la touches trop doucement, elle ne prend jamais forme. Le secret, c'est la pression juste. Ainsi en est-il du ton avec lequel tu te parles. Ferme, mais sans brutalité. Assez fort pour corriger, sans aller jusqu'à te punir. Prenons un autre exemple. Tu es dans la circulation, quelqu'un te coupe la route. La voix automatique crie « Idiot !» mais la voix consciente observe « Je suis en colère, c'est normal. » Mais cette colère m'aide-t-elle vraiment? En quelques secondes, l'énergie change. Tu ne deviens pas froid, tu deviens libre. Parce que la liberté, ce n'est pas faire ce que tu veux, c'est choisir ce qui ne te contrôle pas. Ces petites victoires quotidiennes sont le véritable entraînement stoïcien. Elles semblent banales, mais c'est là que le caractère se forge.
Chaque fois que tu décides de ne pas te saboter, de ne pas réagir par impulsion, de ne pas t'insulter intérieurement, tu construis un nouveau circuit mental, un nouveau réflexe émotionnel. Et c'est ainsi, moment après moment, que naît la sérénité que tant de gens cherchent à acheter, mais que si peu parviennent à cultiver. Pendant ces 3 jours de pratique, tu vas remarquer que la transformation ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient ni des livres, ni des vidéos, ni des conseils. Elle vient de l'instant où tu te surprends à réagir comme avant et choisis d'agir autrement. C'est ça, le pouvoir du dialogue intérieur appliqué. Transformer la pensée en maîtrise et la maîtrise en liberté. Et le plus beau, c'est que personne n'a besoin de le voir. Il n'y a ni médaille, ni applaudissements, ni reconnaissance. Mais il y a un nouveau silence en toi, un silence qui ne pèse pas, un silence qui apaise. C'est le son d'un esprit en paix avec sa propre voix. Épictète disait à ses élèves, « Si tu veux être invincible, ne lutte pas pour ce qui ne dépend pas de toi. » C'est la plus grande leçon pratique du stoïcisme. Tu ne contrôles pas ce que le monde dit, mais tu contrôles ce que tu te dis à propos du monde. Et c'est là la différence entre réagir et être libre. Alors, la prochaine fois que quelque chose t'échappe, et cela arrivera, souviens-toi, ce n'est pas le moment qui compte, c'est la conversation que tu as avec toi-même juste après. C'est là que se joue la victoire ou la défaite. Et celui qui maîtrise cette conversation maîtrise la vie. 5e changement, le silence et l'intention. Il existe un type de langage que les stoïciens considéraient supérieur à tous les autres, le silence. Pas le silence de la lâcheté, ni celui de la fuite, mais celui de l'intention. Un silence qui n'est pas absence de réponse, mais présence de maîtrise. Parce que quand tu apprends à te taire, non par peur, mais par sagesse, tu commences à voir ce que la précipitation t'empêchait de comprendre. Le monde moderne nous apprend à trop parler, à nous justifier, à nous défendre, à tout expliquer. Mais plus tu parles, plus tu t'éloignes de ta propre clarté. Les mots en excès deviennent du bruit, et le bruit efface la direction. Marc Aurèle écrivait « Parler beaucoup est signe de peu d'esprit ». Il ne condamnait pas la parole. Il avertissait « Quand tu t'expliques trop, c'est que tu n'es pas encore convaincu intérieurement ». Le silence stoïcien est actif. C'est l'espace où tu réfléchis avant d'agir, où tu respires avant de réagir, où tu observes avant de juger. C'est l'intervalle entre l'impulsion et le choix. Et c'est dans cet intervalle que réside la liberté. Celui qui dit tout ce qu'il pense est esclave de son émotion. Celui qui choisit ce qui mérite d'être dit est maître de son esprit. Épictète apprenait à ses élèves à s'exercer au silence comme un guerrier s'exerce à l'épée. Parce que le silence n'est pas un manque de force, c'est une retenue de puissance. Il disait « Ne dis que le nécessaire et écoute ce que les autres taisent ». Cette phrase cache un secret. Écouter ce que les autres taisent, c'est percevoir ce qu'ils n'ont pas encore la force de dire. Et cette perception est l'une des armes les plus fines de la sagesse. Quand tu apprends à te taire, tu commences à entendre ce qui compte vraiment, y compris en toi. Tu remarques les intentions derrière les mots, la différence entre la réaction et le choix. Et peu à peu, tu découvres que le silence est le seul endroit où l'esprit se réorganise. Parce que penser exige de l'espace. Et le silence est cet espace. Le silence est aussi une forme de respect. Respect pour ton propre rythme et tes propres émotions. Sénèque disait « Celui qui répond trop vite répond 2 fois, une fois à l'autre et une fois à sa colère. C'est pourquoi le silence n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse émotionnelle. Il retarde l'erreur, et l'erreur retardée est souvent évitée. Mais ne te trompe pas, le silence n'est pas passif, il est stratégique. C'est le choix conscient de ne pas dépenser ton énergie pour ce qui ne change rien. Tandis que la plupart crient pour montrer leur force, le sage observe pour garder le contrôle. Et quand il parle, ses mots ont du poids, parce qu'ils ont été filtrés par le discernement. Dans les jours à venir, tu vas comprendre que le silence n'est pas vide, il est plein de réponses. Il te montre qui tu es, quand personne n'écoute. Il révèle quelles pensées cherchent à te dominer, quelles émotions veulent te gouverner. Et surtout, il te montre à quel point tu dépends encore du regard des autres. Le silence dévoile ce que le bruit cache. Et c'est quelque chose de simple.
Quand tu veux te justifier, arrête-toi. Quand tu veux répliquer, respire. Quand tu veux parler par impulsion, observe ce que tu veux prouver. 9 fois sur 10, les mots prononcés dans la colère cherchent à convaincre l'autre, et 1 fois sur 10, à te convaincre toi-même. Mais le stoïcien n'a rien à prouver. Il ne cherche pas à gagner des discussions, il cherche à se vaincre lui-même. Il y a du pouvoir dans le fait de ne pas réagir, parce que le silence affaiblit l'ego et renforce la conscience. Il brise le cercle des émotions répétitives. Chaque fois que tu réponds avec calme, tu apprends à ton esprit qu'il n'a plus besoin de se battre sans cesse. Et peu à peu, ton corps le comprend aussi. La respiration change, le cœur ralentit, et la paix devient ton état naturel, non plus ta récompense. Le silence est aussi la voix de l'intention. Il montre que tu agis parce que tu veux et non parce que tu as été provoqué. Le sage ne se déplace pas par instinct, il se déplace par dessein. Et le dessein est silencieux. Il n'a pas besoin de public ni d'applaudissements. Il grandit en silence, comme les racines d'un arbre que personne ne voit mais qui soutiennent tout. Sénèque comparait le sage à une forteresse, solide, discrète, inébranlable. Il disait « Rien n'est plus puissant que celui qui ne se laisse pas troubler par les mots ». Et c'est vrai, quand tu cesses de réagir à chaque offense, à chaque critique, à chaque provocation, tu découvres quelque chose de rare. Plus personne ne peut te contrôler. Parce que le pouvoir qu'ils avaient sur toi résidait dans les paroles que tu acceptais d'entendre. Pendant ces 3 jours de pratique, tu remarqueras que le silence commence à travailler pour toi. Au début, il semble inconfortable, comme s'il manquait quelque chose. Mais ensuite, il devient refuge. C'est là que tu t'écoutes, que tu te recentres et que tu te retrouves. Et quand tu parles à nouveau, tes mots portent de la vérité, pas du bruit. Au fond, le silence n'est pas la fin de la conversation, c'est le début de la compréhension. C'est le moment où tu cesses de discuter avec le monde et commences à dialoguer avec ton âme. Et celui qui apprend cet art comprend enfin ce qu'est la paix. Non pas l'absence de son, mais la présence de sens. 6e changement. Ce qui se passe le 3e jour. Le 1er jour, tu remarques le chaos. Le 2e, tu commences à organiser. Mais le 3e jour, quelque chose change profondément. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Comme si un brouillard se dissipait et que tu voyais enfin clairement ce qui a toujours été là. Ton esprit en état de calme. Le 3e jour, la voix intérieure commence à obéir. Elle ne crie plus autant. Les pensées apparaissent encore, mais plus lentement, comme des vagues que tu observes sans t'y noyer. Tu ressens, pour la première fois depuis longtemps, qu'il y a un espace entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Et cet espace, c'est tout. Car c'est là que réside la sagesse. Le 3e jour, la précipitation perd de sa force. Tu n'as plus besoin de répondre à tout, de te justifier devant tous, de gagner chaque débat. Le monde paraît identique, mais toi, tu es différent. La même situation qui t'irritait avant, maintenant te traverse simplement. Et ce qui te vidait hier, aujourd'hui t'enseigne. Tu ne cherches plus à tout contrôler. Tu apprends à te contrôler toi-même. Épictète appelait cela la tranquillité ferme. Ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise de l'émotion. C'est l'état où tu ressens tout, mais ne te laisse plus emporter par rien. Et cette sensation ne vient pas de l'extérieur. Elle naît du nouveau dialogue intérieur que tu as construit durant ces 3 jours. Tu commences à percevoir le pouvoir de chaque mot. Quand tu dis « je peux y arriver », ton corps réagit. Quand tu dis « cela passera », tu sens le poids s'alléger. Et quand tu dis « je choisis la paix », tu comprends que la paix ne dépend de personne. Elle dépend seulement de ce que tu autorises à entrer. Le 3e jour, le silence prend une autre couleur. Il cesse d'être vide pour devenir plein. Tu commences à apprécier ta propre compagnie. L'esprit, autrefois si bruyant, devient un endroit où tu veux rester. Et c'est le plus grand signe d'évolution, quand ton intérieur devient un refuge et non une prison. Sénèque disait que le sage ne cherche pas à fuir le monde, mais à se réconcilier avec lui. Et c'est exactement ce qui commence à se produire en toi. Les choses extérieures restent hors de ton contrôle. La circulation, les gens, le travail, le temps.
Mais à l'intérieur, quelque chose s'apaise. La colère devient observation, la peur devient planification. Et l'anxiété se transforme en mouvement plein de sens. Tu commences à remarquer de petites victoires. La patience qui revient, la voix intérieure plus douce, la respiration plus tranquille. Et tout cela sans effort, sans technique compliquée, sans changer de vie, juste en changeant les mots. Parce que l'esprit n'a pas besoin de grandes promesses. Il a seulement besoin de direction. À ce stade, le 3e jour n'est pas une fin. C'est un passage. Tu réalises que tu ne veux plus revenir à ton ancien mode de pensée, que tu n'as plus de plaisir à te saboter, que tu ne supportes plus ta propre autocritique inutile. Tu ne veux plus être ton propre ennemi, et cela en soi est déjà une libération. Le corps aussi commence à répondre. Le sommeil s'améliore, les épaules se détendent, la tension dans la poitrine diminue, parce que le corps est le reflet de l'esprit, et l'esprit a appris à parler doucement. Tu comprends alors que la discipline n'est pas de la contrainte, c'est de l'alignement. Et quand le corps et l'esprit s'alignent, même les tâches les plus difficiles deviennent plus légères. Le 3e jour, tu sens qu'une partie de toi a mûri. Ce n'est pas une joie excessive, ni une euphorie passagère. C'est une satisfaction silencieuse. Une impression que tu es enfin de ton propre côté. Et quand cela arrive, personne ne peut plus facilement te déstabiliser. Les critiques perdent leur poison, les comparaisons perdent leur sens, et le passé perd son pouvoir. Tu commences à parler moins et à observer davantage. Tu te soucies moins de ce que les autres pensent, et davantage de ce que toi tu penses de toi-même. Et cela change tout, parce que lorsque ton regard se tourne vers l'intérieur, le besoin de prouver quoi que ce soit disparaît. Tu agis parce que cela a du sens, pas pour être vu. Marc Aurèle écrivait que ton esprit reste inébranlable comme un rocher que les vagues ne peuvent ébranler. C'est exactement ce que tu ressens le 3e jour. Les vagues continuent de frapper, mais tu sais désormais que tu n'as pas besoin de bouger avec elles. Tu comprends que tu peux être comme la mer, calme en surface et profonde à l'intérieur. Et le plus étonnant, c'est que les autres commencent à le remarquer. Les gens sentent qu'il y a quelque chose de différent dans ta manière d'être présent. Tu parles moins, mais chaque mot a du poids. Tu marches plus lentement, mais avec plus d'assurance. Ton énergie change, et cette énergie transforme ton environnement. Le 3e jour, tu comprends que le pouvoir ne réside pas dans le fait de dominer les autres, mais dans celui de maîtriser ton propre discours, et que la véritable liberté n'est pas de faire ce que tu veux, mais de ne pas être esclave de ce que tu ressens. Tu découvres que la paix n'est pas une récompense, c'est une pratique, et qu'il suffit de 3 jours de conscience pour retrouver ce qui t'a toujours appartenu, le pouvoir de choisir ce que tu penses. Épictète disait « Aucun homme n'est libre tant qu'il est esclave de sa langue ». Et maintenant, tu comprends ce qu'il voulait dire, car quand la voix en toi devient ton allié, toute ta vie change de ton. Ce qui était fardeau devient but, ce qui était exigence devient clarté, et ce qui était douleur devient direction. À la fin du 3e jour, tu ne sens pas que tu es arrivé, tu sens que tu as commencé. Tu as commencé à marcher plus léger, à penser avec intention, à vivre avec présence. Tu comprends que tout ce dont tu avais besoin pour changer a toujours été là, dans les mots que tu choisis de répéter. Et c'est à ce moment-là que le cycle se referme, non comme une fin, mais comme un retour à la maîtrise de ton esprit. 3 jours, 3 choix, une nouvelle vie qui commence en silence. 7e changement, l'esprit qui change tout. L'esprit est l'origine de tout. Chaque action naît d'une pensée et chaque destinée d'une décision intérieure. Mais la plupart des gens passent leur vie à vouloir transformer ce qui est dehors, sans réaliser que ce qui commande tout est dedans. Les stoïciens appelaient cela le trône intérieur, cet espace invisible où se décide la direction d'une vie. Après 3 jours de dialogue intérieur conscient, quelque chose de puissant se produit. Tu réalises que le monde n'obéit pas à ce que tu dis. Il répond à ce que tu penses. Et quand la pensée change, le comportement change. Et quand le comportement change, la vie change aussi. Au début, la transformation paraît minime. Tu remarques que tu discutes moins, que tu réagis avec plus de calme, que tu juges moins les autres.
mais ce n'est que le commencement. Quand l'esprit s'organise, il commence à réorganiser tout ce qui l'entoure. C'est comme nettoyer un miroir. Le reflet du monde change parce que ta vision devient plus claire. Sénèque disait « Ce n'est pas le vent qui détermine le destin du navire, mais l'orientation de la voile. » L'esprit, c'est cette voile, et la plupart des gens la laissent tourner vers le chaos. Ils pensent avec colère, parlent avec précipitation, agissent avec peur et appellent cela « vivre ». Mais quand tu redresses cette voile, tu comprends que le vent n'a jamais été le problème. Ce n'était qu'un manque de direction. Le stoïcisme enseigne que le plus grand pouvoir humain est le pouvoir de choisir. Mais ce choix commence avant la décision. Il commence dans la manière dont tu penses ce qui t'arrive. L'esprit entraîné ne fuit pas le problème. Il le traduit. Il prend la douleur et la transforme en sagesse. Il prend le rejet et le transforme en force. Il prend l'échec et le transforme en entraînement. Et il le fait avec tant de naturel que de l'extérieur. Cela ressemble à de la chance. Mais ce n'est pas de la chance, c'est de la conscience. Quand tu modifies ton discours intérieur, même tes relations changent. Tu réagis moins par besoin et plus par clarté. Tu cesses de vouloir être compris tout le temps et tu commences à vouloir comprendre. Et cela change l'énergie de toutes tes conversations. Parce qu'un esprit en paix fait parler le corps autrement. Le regard devient plus doux, la voix plus posée, la présence plus légère. L'esprit transforme aussi ta façon de travailler, de poursuivre tes objectifs, de gérer ton temps. Avant, tout semblait urgent. Désormais, tout a un rythme. Tu comprends que ce qui doit être fait le sera, sans précipitation, sans panique. Parce que la précipitation est l'émotion de ceux qui ne font pas confiance. Et celui qui maîtrise son esprit fait confiance au processus. Il comprend que le temps n'est pas un ennemi, mais un allié. Épictète disait « Les choses ne troublent pas les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont ». Cette phrase résume le pouvoir de l'esprit. Tu ne souffres pas parce que quelqu'un t'a rejeté. Tu souffres parce que tu as cru que cela te diminuait. Tu ne désespères pas parce que tu as échoué. Tu désespères parce que tu penses que cela te définit. Mais l'esprit lucide sépare ce qui est arrivé de ce que cela signifie. Et quand tu sépares les deux, le poids disparaît. L'esprit qui change tout est celui qui a appris à s'observer. Il ne fuit pas, il s'écoute, se questionne, se repositionne. Il comprend que la pensée est comme le climat. Elle change tout le temps et que l'erreur fait partie de l'entraînement, pas de la fin du voyage. Cet esprit ne cherche pas la perfection, il cherche l'équilibre. Et l'équilibre, c'est ce qui donne le pouvoir. Au 4e jour, si tu poursuis la pratique, un nouveau type de concentration émerge. Les distractions perdent leur éclat. Les personnes qui te volaient ton énergie perdent leur emprise. Et les petites choses, le soleil, le café, la respiration, prennent une nouvelle importance. Tu découvres la beauté du simple parce que ton esprit a enfin ralenti assez pour la voir. Ce nouvel esprit change même ta manière de te motiver. Tu ne cherches plus ton énergie dans des phrases extérieures, tu la crées de l'intérieur. Tu comprends que tu n'as pas besoin de cris ni d'excitation, tu as besoin de clarté. Et la clarté est silencieuse. Elle n'agite pas, elle oriente. Avec le temps, cet esprit influence tout autour de toi. Tu deviens plus patient avec les autres parce que tu as appris à être patient avec toi-même. Tu deviens plus juste parce que tu t'observes avant de juger. Et tu deviens plus calme parce que tu sais que le désordre des autres n'a pas à devenir le tien. L'esprit sage n'absorbe pas, il filtre. Cet esprit change aussi ta relation avec l'avenir. Avant, le futur était une menace. Aujourd'hui, il devient une possibilité. Parce que tu comprends que ce qui viendra ne dépend pas de la chance, mais de la manière dont tu penses aujourd'hui. L'esprit discipliné sème la sérénité maintenant pour récolter la stabilité plus tard. Et c'est ça, la véritable prospérité. Non pas avoir plus, mais avoir besoin de moins. À la fin, tu comprends ce que les stoïciens essayaient d'enseigner depuis des siècles. La vie n'est pas de contrôler le monde, mais de se maîtriser soi-même. Et se maîtriser, ce n'est pas supprimer ses émotions, mais les orienter.
c'est se parler avec calme, même quand tout hurle autour. C'est choisir le silence quand l'ego réclame du bruit. C'est continuer d'avancer quand la peur demande d'arrêter. Voilà l'esprit qui change tout. Et quand tu atteins ce point, tu découvres que tu n'as plus besoin de chercher la motivation, car tu en es devenu la source. Tu es ton propre guide, ton refuge et ton élan. Et c'est cela, la liberté. Pas la liberté de faire tout ce que tu veux, mais celle de ne plus fuir qui tu es. Sénèque disait, « L'âme qui a appris à se gouverner ne craint pas les tempêtes. » Et c'est peut-être cela, la véritable fin ou le véritable commencement. Car lorsque tu gouvernes ton esprit, le monde entier se réorganise autour de toi. La vie cesse d'être un combat pour devenir une pratique quotidienne, silencieuse et infinie d'autocontrôle, de présence et d'intention. Tu n'as pas besoin d'un grand événement pour changer de vie. Parfois, il suffit d'une nouvelle conversation avec toi-même, 3 jours d'attention, 3 jours de silence, 3 jours de bienveillance. Et ce qui semblait impossible commence à se produire. L'esprit cesse d'être ton ennemi pour devenir ton allié. Pendant longtemps, on t'a fait croire que la force, c'était la rigidité, que la force consistait à tout supporter en silence, à endurer la douleur sans trembler, à avaler ce que tu ressens. Mais le stoïcisme n'a jamais été une école de dureté, c'est une école de compréhension. Le sage ne fuit pas la douleur, il l'écoute, il ne nie pas la peur, il l'observe et il ne refoule pas les émotions, il les oriente. Parce que la vraie force, ce n'est pas de fermer le cœur, c'est d'ouvrir les yeux. Quand tu changes la manière de te parler, le monde cesse d'être un adversaire. Les gens restent les mêmes, les problèmes continuent d'apparaître, le chaos continue d'exister, mais ta façon d'y faire face se transforme complètement. Tu comprends que rien à l'extérieur n'a le pouvoir d'ébranler celui qui a trouvé la stabilité à l'intérieur. Et c'est là que la vie devient légère, même quand elle reste difficile. Les stoïciens savaient que l'esprit humain est comme la mer. Il a ses vagues, ses tempêtes, ses courants. Mais au fond, là où la lumière touche encore, tout demeure calme. Tu peux choisir de vivre à la surface, à te battre contre chaque vague, ou tu peux apprendre à plonger et trouver la paix qui a toujours été là. Ce plongeon, c'est le dialogue intérieur. Chaque mot conscient est une plongée de plus vers la tranquillité. Peut-être que personne ne le verra de l'extérieur, mais à l'intérieur, quelque chose change. La colère n'explose plus de la même manière, la culpabilité pèse moins, l'anxiété ne gouverne plus chaque seconde. Et cela ne se produit pas parce que les pensées ont disparu, mais parce que tu as appris à ne pas croire chacune d'elles. L'esprit parle encore, mais désormais, c'est toi qui choisis quoi écouter. Sénèque disait « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait où il va. » Et après ces 3 jours, tu sais, le destin n'est pas un lieu, c'est un état d'esprit. Le chemin reste le même, mais le voyageur, lui, a changé. Le même corps, la même routine, les mêmes défis, mais avec la conscience en plus. Et la conscience, c'est ce qui sépare la vie ordinaire de la vie sage. Épictète enseignait que l'esprit est comme une pièce. Il doit être propre pour accueillir de bonnes idées. Et c'est exactement ce que tu as fait ces derniers jours. Tu as nettoyé, tu as dépoussiéré les vieilles phrases, tu as jeté le vocabulaire qui ne servait plus. Et à la place, tu as mis des mots de calme, de présence, de clarté. Désormais, ton esprit est prêt à t'écouter et surtout à te servir. Tu comprends que la paix n'a jamais été un cadeau des autres. C'était une construction à toi et que le monde change lorsque tu changes le ton avec lequel tu parles de lui. Les personnes qui t'irritaient auparavant deviennent des professeurs de patience. Les erreurs qui te paralysaient deviennent des leçons de sagesse. Et même le silence qui te faisait peur devient un refuge. Au fond, tout ce que tu as toujours cherché, ce n'était ni le contrôle, ni la réussite, ni l'approbation. C'était la tranquillité. Et elle était plus proche que tu ne le pensais, dans les mots que tu te dis au réveil quand tu échoues, quand tu recommences. Parce que c'est là que commence la vraie transformation. Pas dans le monde, dans l'esprit. Maintenant, imagine vivre non pas seulement 3 jours ainsi, mais toute une vie. Te réveiller avec un but. Parler avec patience,
agir avec intention, t'endormir avec légèreté. Imagine traverser les mauvais jours sans te haïr pour cela, ou affronter la solitude sans la confondre avec l'échec. Voilà le pouvoir du dialogue intérieur. Transformer ce que tu ressens sans dépendre de rien d'extérieur. Marc Aurèle disait « L'âme se colore de la teinte de ses pensées ». Et maintenant, ton âme change de couleur. Elle n'est plus teintée par la peur, ni par la culpabilité, ni par le passé. Elle est colorée par la sérénité, par le respect que tu as commencé à te donner. Et cette nouvelle couleur se reflètera dans tout ce que tu feras désormais. Dans les jours qui viennent, tu remarqueras que tout autour de toi semble coopérer. Non pas parce que le monde est devenu plus facile, mais parce que ta perception est devenue plus claire. Tu comprendras que les choses n'arrivent pas contre toi, mais pour toi. Chaque défi, chaque pause, chaque frustration, tout est un miroir de ce qui doit encore être poli à l'intérieur de toi. Et quand l'esprit comprend cela, il cesse de résister et commence à collaborer avec la vie. Peut-être que le secret est là. Cesser de vouloir tout contrôler et commencer à comprendre. Cesser de réagir et apprendre à choisir. Cesser de se juger et commencer à s'écouter. La sagesse ne crie pas « je peux y arriver ». Elle murmure « je continue ». Même fatigué, même effrayé, même sans réponse. Continuer, c'est la forme la plus silencieuse du courage. Les stoïciens ne cherchaient pas le bonheur, ils cherchaient l'harmonie. Et l'harmonie est le fruit d'un esprit qui pense, ressent et agit sur la même fréquence. Quand la pensée, la parole et le geste s'alignent, naît une paix que le monde ne peut pas enlever. Et c'est cette paix que tu as commencé à bâtir. Elle est discrète, mais indestructible. C'est une force qui ne s'exhibe pas, elle se ressent. Alors, la prochaine fois que le chaos frappera à ta porte, ne cherche pas à crier plus fort que lui. Assieds-toi, respire et dis-toi doucement « Je peux traverser cela en silence ». Et tu verras que c'est vrai. Parce que le silence n'est pas une faiblesse, c'est une maturité. C'est l'espace entre l'impulsion et la sagesse. Et c'est dans cet espace que réside ton pouvoir. Tu n'es pas ce qu'on t'a dit. Tu n'es pas ce que tu as raté. Tu n'es pas ce que tu as perdu. Tu es celui qui continue, même quand tout lui dit d'arrêter. Et celui qui continue triomphe, pas parce qu'il conquiert le monde, mais parce qu'il maîtrise son propre cœur. La vie ne change pas d'un coup, elle change peu à peu, chaque fois que tu choisis un mot plus juste, chaque fois que tu parles avec plus de patience, chaque fois que tu te tais avant de réagir, chaque fois que tu te traites avec respect, même quand tu te trompes. Ce sont ces petites victoires qui bâtissent la liberté. Et la liberté, au fond, commence toujours dans l'esprit. Alors, aujourd'hui, regarde-toi calmement et dis « J'apprends à devenir mon propre refuge ». Répète-le pendant 3 jours et observe ce qui se passe. Parce que quand tu deviens ton refuge, plus rien ne peut te renverser. Et si ces mots t'ont fait réfléchir, prends une grande respiration maintenant. Pas parce que c'est fini, mais parce que ça commence. Commence l'entraînement le plus important de ta vie, de parler avec sagesse. Et quand tu maîtriseras cette voix, le monde entier commencera à t'entendre autrement.